Bienvenue dans Un ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'accueille Victoria Jadot. Elle est réalisatrice et dans cet épisode, on discute de création, des défis qu'impose l'écriture, la production d'un film ou d'un court-métrage. On se replonge dans notre enfance et adolescence, de faire face au rejet et du regard des camarades qui changent à la puberté. On parle de s'éveiller, d'aller jusqu'au bout et de croire en ses rêves. On parle de son ambition folle de devenir une fée et de se faire tatouer complètement fonce-nez. C'est réellement un épisode riche en rire et en partage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Aubin et Zaguera et checker la sous-rubrique du podcast avec support visuel à peu près sérieux. Et abonnez-vous également à la page Insta À ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus, making-of et pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite. Ouais, ça va, c'est bon, il a pris sa voix de... Ouais, ça va, je me sens très bien. Il est 22h, bienvenue sur les ondes. Toi aussi, t'as une belle voix radiophonique, tu vois. Un peu, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Un peu la voix que t'écoutes quand tu dois faire des longs trajets en voiture. Une fiction radiophonique de Aubin et Victoria. Ah, yes. Oh, ouais. T'as vu? Ouais, non. Je suis déjà en train de crier dans le mic. Ouais, j'ai... Rigole loin du micro, s'il te plaît. Ouais, putain. Genre, ça va pas. Non, ouais, je devrais faire comme ça. Dès que je commence à rire. T'as vu, il y a certains automatismes que je dois acquérir. Non, mais je suis pas du tout pro. Bah, un petit peu, tu vois. Tu vois, les médias, tout ça, ça te connaît. Je suis plutôt une personne des médias, tu vois. Bienvenue, Victoria, dans À ceux qui osent. Et c'était un plaisir de te recevoir. Ça faisait un petit temps que je te voulais dans l'émission. Hein, parce que, eh bien, tu es inspirante à travers ton parcours. Hein, jeune réalisatrice, hein, déjà, et qui a gagné d'ailleurs pas mal de prix hein, à travers tous tes réals. Tu as gagné le prix du public FIF en 2019, de l'interprétation Water Sprite en 2019 aussi. La compétition officielle du film festival de Ghent en 2019 et j'en passe, franchement la liste est longue. Là, un si jeune âge, franchement t'as percé meuf. Bonjour Aubin. Bonsoir. Merci de m'accueillir chez toi. Bien oui, sois la bienvenue. J'ai envie de... Est-ce que tu as des choses à préciser encore plus sur ta personne? Non, en soi, non, t'as bien expliqué, oui. Du coup, moi, je suis jeune réal, je sors de l'IAD, de 5 ans d'études de réalisation en Belgique. Yes. Et au-delà de mon parcours de réal, je suis aussi comédienne. Et puis, je fais des petites digressions artistiques à droite à gauche, en tout genre. On adore. J'ai envie de te poser une première question. D'où t'es venue cette passion pour le cinéma? En fait, des faits. En fait, des faits, de l'histoire du début. Ouais. Ma maman est comédienne. Ok. Et elle a commencé sa carrière de comédienne assez tard, en fait, parce qu'elle a commencé à faire des études de théâtre. Puis elle a rencontré mon père. Elle a tombé amoureuse de lui. Elle est devenue femme au foyer. Paf, elle s'est fait, bon, somme toute, c'est une bonne vie pour une femme au foyer. Elle a fait ses enfants. Et elle a un peu laissé de côté son rêve d'actrice. Elle avait commencé des études et puis elle les avait laissées de côté. Et en fait, quand j'étais petite, mon papa a décidé de la remotiver à se remettre dedans et qu'elle gâche pas ses rêves en fait, et qu'elle se relance dedans. Et elle avait à ce moment-là 40 ans, une petite expérience de théâtre, aucune expérience de cinéma, une petite expérience dans la pub, mais pas du tout vraiment de quoi vraiment lancer une carrière. Et à 40 ans, pour une femme, c'est hyper compliqué de lancer une carrière d'actrice dans le cinéma. Bien sûr. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis avec une petite bande de potes. Et mon père a aidé ma mère à réaliser 2 courts-métrages où elle était le rôle principal pour envoyer en festival, pour que ça commence à bouger, pour avoir une matière sur laquelle se reposer. Et en fait, ils se sont dit, bon, autant pas passer 50 castings et tu te retrouves sur un truc pour faire un petit rôle, on va écrire un rôle et on va le faire, tu vois. Et dans les 2 films, à chaque fois, j'ai un petit rôle, mais du coup, j'étais tout le temps sur le plateau. Au milieu de ça, j'avais genre 6-7 ans à l'époque. Et je crois qu'à mon avis, ça m'a clairement donné l'envie de voir tous les potes de mes parents se mettre ensemble, réaliser quelque chose ensemble. Il y avait un énorme esprit de famille. Et ouais, c'est des histoires, des souvenirs de ma jeunesse. Ouais. Je pense que ça m'a fascinée dès le début. Donc en fait, t'étais déjà bercée un petit peu, plongée en tout cas dans le milieu un petit peu du cinéma petite, et ça t'a fait kiffer. Et t'étais là,
waouh, je suis piqué, quoi. Je kiffe la vibe. Je suis piquée dans mon cœur. Ouais. Mais parce que, donc, du coup, moi, même les souvenirs que j'ai de toi, de secondaire et tout, c'était quand, tu vois, tu faisais déjà des petites réalisations, des petits montages YouTube. Mais c'est vrai, parce que nous, on peut dire qu'on a été à l'école ensemble. Ouais. Je faisais les after-movies des voyages. Mais oui. Bah, il fallait s'entraîner, hein. Ouais. Éclaté au sol, d'ailleurs. Éclaté au sol, pourri de ouf. Mais je me souviens, en première humanité, il y avait les dîners, les repas avec les parents d'élèves et tout. Ouais. Moi, je faisais les spectacles de théâtre et j'écrivais les spectacles de théâtre et puis tout le monde, je faisais un petit casting et on jouait tous des trucs et tout. Ah, yes. Et j'aime bien mettre en scène. Mais ouais, mais c'est fou. Et donc, du coup, tu te dirais que ça t'a piqué assez jeune, t'avais 6-7 ans et tu t'es dit, tu le savais que tu voulais devenir réalisatrice? Ou ça t'est un peu venu par après Et je pense que je me rends compte que j'ai envie d'être réalisatrice seulement maintenant, je pense, à mon âge aujourd'hui. Parce que je me rends compte de l'urgence que j'ai et de la passion que j'ai à raconter des histoires, mais plus d'avoir le film fini, surtout en fait les moments passés sur le tournage et les moments de communion intense avec un groupe de personnes que tu peux avoir où tout le monde est concentré sur le même projet, tout le monde donne de son énergie à créer des instants de vie assez intenses dans des scènes entre deux personnages et tout le monde est concentré là-dessus, ça fait des émotions de ouf. Je pense que c'est pour ça que je vis, surtout. Et après, je sais pas encore ce que demain sera fait, je sais pas du tout vers où je vais aller. Mm-hmm. Tu dirais que genre le fait de créer, comme tu dis, d'être sur un tournage, d'écrire, c'est une urgence. C'est beau le terme, tu vois, de l'urgence de créer. C'est quoi? Ça nourrit ton besoin de presque de vie, en fait, de création, de nouveauté, de direction, de but, de sens. De sens de la vie. De sens de la vie. De sens de la vie. Ouais. Ah non, clairement, ça donne, ça m'anime, ça me nourrit, ça me donne du sens. Je sais pas ce que je ferais d'autre si je ne ferais pas ça. Et après, j'ai vraiment pas encore beaucoup d'expériences. J'ai que quelques expériences de plateau. J'ai fait que 3 petits courts-métrages, tu vois. 2 d'école et 1 seul en dehors. Mais à chaque fois, sur le plateau, il y a toujours un moment, une scène où on arrive à toucher une sorte de vérité, que ce soit par la spontanéité, l'honnêteté qui ressort à un moment d'un des personnages ou d'un des 2 personnages qui communiquent ensemble. Et il n'y a rien à faire, c'est des expériences qui t'élèvent parce que tout le monde est en train de vivre ça ensemble et waouh, c'est trop fort. Tu sais, on n'a pas dormi depuis 2 semaines, on est là, on se bat, le scénario, on l'a lu 1000 fois dans tous les sens, on tourne, on est là, on arrive à capter une émotion qui dépasse le film, qui va toucher un truc universel chez tout le monde comme ça. Tu dirais que c'est quoi si tu devais résumer ton envie, c'est dur, hein, mais si tu devais résumer le message que tu veux passer à travers toutes tes créations, tu vois, tu penses est-ce qu'il y en a un et lequel serait-il finalement? Si, ce que j'aime bien, ce qui me plaît de plus en plus au fur et à mesure que j'apprends à travailler le cinéma, c'est de me rendre compte que dans les personnages que tu écris et tout, en fait, il y a rien qui est manichéen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, de méchant ou de gentil. Et tu as cette image de méchant et de vilain dans le cinéma, mais en fait, une fois que tu commences à écrire, tu te rends compte que même les méchants ont leurs raisons et que les raisons viennent parce que tu as un manque d'amour ou parce qu'ils ont été blessés à tel endroit. Et ça m'a ouvert, je pense, à comprendre la complexité de comment l'humain peut fonctionner, le cerveau humain, et à avoir un petit peu moins peur, je sais pas, plus comprendre l'essence humaine de... Ouais. Donc tu penses que ce serait une sorte de... En fait, quand tu réalises toi, ça te permet de nourrir ton besoin de sens déjà, et de comprendre en fait les choses et le monde. Et plus tu investigues dans ça, c'est une façon de découvrir que les choses sont beaucoup plus nuancées, en fait. De ouf. C'est vrai que quand on est petit, quand on est petit, c'est comme tu dis, c'est soit blanc ou noir. De ouf, quand c'est petit, t'as quelqu'un que t'aimes pas, c'est ton ennemi, t'as envie qu'il meure. T'as là, il faut qu'il meure. C'est vrai. Ouais, de ouf. Et après, tu te rends compte que les choses sont pas aussi blanches ou noires, tu vois. Et la nuance, ça t'apporte la sagesse, j'ai l'impression. De ouf. Et même, je sais pas, moi je le ressens blindé en ce moment maintenant. Actuellement, regarde, on peut plus sortir dehors, on peut plus avoir, il y a plus de bar, il y a plus de café, il y a plus d'endroits de reconnexion avec les autres. C'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, l'autre, l'étranger, la personne qui est pas de ton cercle d'amis, te paraît beaucoup plus loin. Ouais. Et les nouvelles gens que tu connais pas, tu les as que par les médias, qui sont un petit biais de la réalité, qui sont souvent alimentés par la peur, beaucoup. Ouais. Et du coup,
ça isole les gens et ça crée une peur et ça crée une méfiance de l'inconnu et t'as l'impression que tu dois remettre la faute sur les autres parce que t'as peur et du coup tu dois trouver un sens à cette peur, il faut que tu la mettes sur les autres et c'est tout des trucs où je trouve actuellement comme ça des gens que je rencontre ça me rend triste parce qu'on commence à s'handicaper un peu dans notre ouverture d'esprit de vouloir rencontrer les autres et je me dis aussi pouvoir écrire des histoires, raconter des histoires, c'est aussi un moyen de lier ça. C'est comme le fait de c'est vrai que la période actuelle ne facilite pas les choses hein. Mais que cet aspect de c'est en sortant plutôt de sa zone de confort qu'on découvre des choses nouvelles et qui nous plaisent mais voilà ça demande c'est un certain risque quoi, c'est sortir de sa zone de confort justement et aujourd'hui on a moins la possibilité de le faire parce que dehors c'est un danger tu vois, il y a le danger de la crise actuelle tu vois et ça nous bloque énormément, peut-être encore plus nous les jeunes tu vois, on est au début de notre vingtaine on approche la moitié de notre vingtaine là. Ouais, le coup de qui et donc c'est vrai que c'est très difficile et le fait peut-être de créer tu vois, de créer dans le domaine artistique ça crée des ponts, ça permet d'unir davantage à fond et puis même en tant qu'auteur, en tant que réalisatrice ou réalisateur, quand tu écris des histoires, quand tu t'intéresses à raconter d'autres histoires que les tiennes, d'autres histoires que la tienne, que ton vécu, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. En fait, tu découvres que comment ça se passe ailleurs, mais les raisons qui animent comment ces personnes vivent, c'est les mêmes que les tiennes, en fait. Ouais. Et on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Et au plus tu voyages, au plus tu te rends compte que c'est unique, c'est unifié. T'as envie de voyager ? Ouais, beaucoup. Ouais. T'as beaucoup voyagé ou... Pas assez. Jamais assez, je crois. Non, mais même de ce que tu dis, ouais. Je pense que le voyage, c'est la clé pour s'ouvrir l'esprit. C'est quoi la chose que tu kiffes le moins dans le processus de réalisation ? Écrire les dossiers. Putain. Les dossiers genre en mode de candidature, de trucs... Ouais, les dossiers de notes d'intention, de chat, de trucs et tout. Blindé. Tu vois, c'est dans ma tête, j'aimerais bien que ce soit juste... que je puisse te toucher puis que t'aies compris, tu vois. Comme Jésus. C'est tout l'aspect un peu administratif qui est badant. Mais ça va encore, tu vois, si c'était que ça. J'ai l'impression que... tu vois, le montage te plaît ? Le montage, c'est très lourd comme processus, mais si t'es accompagné d'une personne avec qui t'as l'habitude de travailler, ça aide énormément aussi. Mais ce qui est, en fait, le dossier, c'est plutôt toute la période avant, parce que maintenant, dans les courts-métrages, moi, je l'ai expérimenté à petite échelle, mais dans les longs, c'est à longue échelle. Ouais. Entre le moment où tu penses à ton projet et le moment où tu vas le tourner, si tout se passe bien, en moyenne, il y a 4 ans qui se passent. Tu vois. Jesus Christ! What? 4 ans, t'es quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, t'as eu le temps de même modifier ce projet en termes de sens et la finalité. Putain, ouais, blindé. Et souvent, les gens qui le défendent en festival, le film, ils l'ont écrit il y a 6 ans. Ouais. Ça fait 6 ans qu'ils le portent, t'imagines? Ouais. Si t'es plus fier, t'imagines, genre, si t'es plus méga fier en fait du rendu. 6 ans, t'es une autre personne, tes idées, elles sont changées, tu vois. Même moi, les rois de la jungle. Déjà, si je le faisais maintenant, j'aurais pas appelé ça les rois de la jungle parce que c'est dommage d'utiliser roi, t'as cette image très masculine, alors que le personnage principal c'est Misha, c'est une fille. Du coup, moi, ça m'énerve par rapport à moi-même. Ouais. Tu vois. Ouais. Et du coup, alors que je l'ai écrit il y a 8 mois, tu vois, ça change. D'ailleurs, j'allais te demander parce que du coup, je l'ai revu hier soir et j'allais te demander justement quid du titre, c'était lié à quoi? Les rois de la jungle, ça parle... en gros, c'était pour faire une métaphore de notre génération, en fait, la jeunesse de cet âge où t'as entre 18 et 25 ans, où tu penses que t'es le roi ou la reine de la jungle, où toutes les crises qui se passent, tu te sens un peu toujours au-dessus, t'as l'impression que c'est toi qui vas changer les choses, t'as cette bande avec laquelle t'es autour, où t'as vraiment l'impression de régner au-dessus et de mieux comprendre la réalité, d'avoir un esprit un peu plus aigu et de savoir qu'avec toi, tout va changer, avoir un peu cette rage, cette envie de... Ouais. C'était un peu ça, en fait. Ouais, ben ça sent, je pense. Ce que tu voulais partager à travers ce cours. Est-ce que tu te sens roi de la jungle un peu? Moi, je me sens de fou roi de la jungle, hein, on va pas se mentir. Moi aussi, de ouf. Ouais. Avec nos amis, quand on est là, on se dit, ok, c'est nous les rois et les reines de la jungle. On va changer le monde. Exactement. On va le casser, le monde. Et en reconstruire un nouveau. On est anarchistes. Que le vieux monde brûle. C'est quoi, comment tu vois, en tant que réalisatrice, ça m'a toujours impressionné un peu la façon dont les réals travaillent, parce que j'ai été du côté plus comédien. Et
le process de la vision du réalisateur pour passer ce message à ses comédiens pour qu'ils l'interprètent correctement en fonction de la vision. C'est un processus qui m'a toujours fasciné. Et je me demandais comment toi tu fais pour parler à tes acteurs, à tes comédiens, pour les mettre dans le rôle. Est-ce que tu passes par une série de temps d'heures passées au téléphone ou genre un entretien pour les mettre un peu en condition? Est-ce que pendant le moment du tournage, tu vois, tu lâches du lest ou tu t'es tip-top face au scénar? Comment tu fais? Comment tu procèdes? Alors, du coup, je peux t'expliquer un peu ma technique. Après, c'est vraiment une technique qui est en train d'évoluer, que je débute d'apprendre, donc c'est pas du tout encore une vérité. Il y a mille et une façons de travailler avec les comédiens. Moi, comment j'aime bien faire, une fois que j'ai mon scénario, généralement dans mon scénario, j'ai pas toutes les scènes dialoguées. Certaines scènes sont juste en traitement, où j'explique les informations que j'ai envie qu'ils passent, mais j'écris pas les dialogues. Mais majoritairement, j'ai les dialogues. Si tu prends Les Rois de la Jungle, par exemple, première étape de casting. Moi, mes castings, je fais des rencontres. Il y a très peu de jeux, ou alors on fait de l'impro. Mais d'abord, c'est l'acteur ou l'actrice, personnage, face caméra, moi derrière, et on discute. Un peu comme on discute maintenant. Ok, d'accord. Pendant une demi-heure, j'installe un cadre assez safe parce que c'est difficile en casting d'être totalement détendu, donc toi-même. Il y a toujours un peu un jeu de séduction qui s'installe parce que tu as envie de plaire à la personne en face de toi, évidemment. Du coup, j'installe le cadre, on discute. J'essaie un peu de sentir en fait la personne qui est en face de moi, de voir un peu c'est un peu quoi sa vision du monde, qu'est-ce qu'elle se pose comme question, les endroits où il y a des trucs et tout. Ensuite, on fait des petites impros, mais c'est vraiment pas là-dessus que je base mon choix de comédien ou de comédienne. Ça, c'est vraiment en fait au feeling de ce qu'on a partagé. Cherche en fait une sorte de vulnérabilité généreuse de ce que tu peux donner de toi-même un peu. Tu vois ce truc? Ouais, je vois. Et ensuite, une fois que j'ai mon casting, imaginons, genre pour Les Rois de la Jungle, j'avais le frère, la sœur et le groupe de potes. Ok. C'était majoritairement des gens que j'avais trouvés dans la rue ou sur Instagram. Arrête. Je te jure. Genre au bowling bowling de la Bourse, à Place de la Bourse, il y avait des jeunes qui tapaient du breakdance dans la rue, j'étais leur parler, c'est un peu à droite à gauche comme ça que le casting s'est fait. Mec, c'est fou, j'en reviens pas, genre ouais, ok, d'accord, ok. Ouais, moi j'aime beaucoup travailler avec les non-comédiens, surtout les jeunes. Il y a une sorte de naïveté, de brutalité où je sais qu'ils vont plonger avec moi et que comme ils savent pas, ils ont pas les codes de comment ça va fonctionner, ils vont se lancer dans tout et ils vont être eux-mêmes comme ça. Et du coup, on avait la relation de frère-sœur à créer et la relation de tous les meilleurs potes, qui aucun d'eux ne se connaissait. Je leur fais pas lire le scénario, jamais, de A à Z. Et ce qu'ils ont su de l'histoire, c'était très peu de choses, en fait. Le groupe de potes savait que c'était tous les groupes de meilleurs amis de Malik et que c'était des groupes d'enfance. D'accord. Malik savait que c'était son groupe de potes, sa sœur, et qu'il revenait le jour et tout. Mais voilà, on avance petit à petit, en fait. Et à partir de ce moment-là, on se voit une fois par semaine pendant 3 mois et on crée du lien ensemble. Donc, avec toute l'équipe de comédiens. Ouais, avec l'équipe de comédiens, le cadreur, le script, moi, l'équipe technique qui est bienvenue, et on crée du lien. Et on commence par faire énormément d'exercices de corps, d'exercices de voix, d'exercices de chant pour créer en fait un peu la cohésion de groupe. Et on va surtout travailler leurs personnages qui sont très fort inspirés de leurs personnages de vie, de ce qu'ils ont envie de donner en fait de leur personnage de toi, Aubin par exemple, avec quoi tu as envie de venir de toi. Et en fait, on crée tout le passé du groupe. Et l'idée, c'est de créer un maximum de terrain, comme si on construisait une petite maison, pour qu'après, quand on tourne, je sais que je peux les lâcher dedans. Et tout est déjà là, c'est meublé et tout, donc ils peuvent s'asseoir parce on a construit un truc, on a construit un passé, on a construit des blagues, on a construit tout, plein de trucs, des surnoms, qui fait que... C'est dingue, parce que quand tu le vois, c'est sans doute... tu m'expliques le process, hein, c'est fou parce que je le voyais pas comme ça. À l'écran, je m'étais dit, elle a chopé un groupe de potes qui s'appelle être aussi peut-être comédien, et voilà, elle a fait... Mais ça se crée, quoi. Cette relation entre, ce dynamisme et cette complicité, voilà, c'est le terme, la complicité entre les différents comédiens, surtout ceux qui jouaient les meilleurs potes, ça se construit, même entre le frère et la sœur. Je vois que, d'ailleurs, une de tes actrices principales était aussi sur le projet Désiré. Ouais. Donc tu travailles quand même avec des comédiens que tu kiffes et qui reviennent plus souvent. C'est clair, une fois que tu crées une sorte de façon de travailler avec un comédien, une comédienne qui s'y met dedans, par exemple Ethel Gonzalez en l'occurrence, c'est un plaisir de travailler avec elle à nouveau parce que finalement tout ce qu'on a créé ensemble est déjà là et donc on peut aller de plus en plus loin au fond, et en même temps elle me donne aussi beaucoup d'énergie, mais donc elle a compris aussi comment je travaillais, donc c'est évidemment un plaisir. Mais ouais, et du coup moi c'est ça qui me plaît parce que finalement quand tu regardes Les Rois de la Jungle,
la narration est très courte. C'est juste un grand frère qui rentre, sa sœur pense qu'il reste pour toujours et en fait, il repart. Ouais. C'est tout. Et ça tient le conflit d'une soirée. Et comme on était parti sur le tournage, le groupe d'amis savait que le grand frère rentrait, mais qu'il allait repartir parce qu'il avait réussi ses examens, mais il ne devait pas le dire à la sœur. Et le frère savait que ses potes étaient au courant, mais il ne savait pas comment le dire à sa sœur. Sa sœur pensait qu'il restait pour toujours et qu'il rentrait pour de bon. Et ça, c'est le conflit qui nous faisait tenir toutes les scènes. Et puis, les acteurs ne savaient jamais ce qui allait se passer à la fin du film. Et on est arrivé sur une scène et je leur disais, voilà, là, vous allez arriver en boîte, tac, tic, tac. Aïe, aïe, aïe. Et puis, hop, on tourne. Telle la réal que tu es. Je suis tellement fier, enfin, je veux dire, tu vois, d'entendre ce genre de parcours et tout. Enfin, depuis les années et tout. Enfin, ok. On prend une autre tangente. On a grandi. On a grandi vraiment, tu vois, c'est dingue et on commence à être acteur de ce monde. C'est fou, c'est trop bien. Je me réjouis. J'ai envie d'aborder aussi une thématique qui me semble importante pour toi. Je sais que t'es relativement engagé sur une série de causes, hein, l'égalité homme-femme, le racisme, tout ça, ça te prend. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Et en regardant un petit peu, en investiguant, je me suis dit, en fait, c'est peut-être l'injustice de manière générale où tu es profondément contre, tu vois. Et ce qui m'a fait, en fait, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai été fouiné dans mes cartons et j'ai retrouvé le Retobook. Oh my God. Ouais, j'ai retrouvé le Retobook qui se trouve être... Ah, j'adore. Waouh. Donc en fait, ce que Aubin tient dans la main, c'est du coup le livre en 6e humanité que on a fait tous les élèves où chacun a sa petite page de description. Ouais. C'est vraiment la petite page de description. Faut savoir que voilà, en plus, dans mes souvenirs, c'était toi qui l'avais conçu, qui l'avais. Ouais, j'étais déléguée. T'étais déléguée. D'ailleurs, on était délégués ensemble. On s'est retrouvés à créer. Putain, tellement de souvenirs. Oh waouh. C'est vrai je me souviens, on était dans des conseils de délégués pour créer le bal de réto, des trucs comme ça. Ah, mon Dieu, ce bal de réto. Et donc, bref, ceci pour dire, donc sur ta page, t'as noté quelque chose qui J'avais 17 ans à l'époque. Ouais, qui était vachement... c'est tellement d'actu. En fait, ça résonne tellement avec ta personnalité, tu vois. Ce côté, l'injustice, tu vois. Parce qu'il y a un point, c'est ce que je ne supporte pas. Et tu as marqué la sensation de supériorité quand nous devons nous lever lorsque le professeur arrive afin qu'il monte sur l'estrade pour s'asseoir le premier avant de nous autoriser à faire de même. Mais oui, parce qu'on est dans une école catholique. De fou, meuf. Et j'avais oublié qu'on devait faire ça. Ouais, tu vois. Ah mais moi je pétais un câble de ce truc où on est tous tranquilles et puis le professeur ou la professeure rentre, on doit tous se lever, il monte sur son petit estrade comme ça, il nous regarde un petit instant et puis on peut s'asseoir en silence, laisse tomber, mais au secours. J'avais compris. Tu vois, genre, du coup je relisais ce truc, je me suis dit mais oui, c'est vrai qu'on faisait ça, je me demande s'ils font encore ça, c'est terrible. C'est terrible, on est d'accord. Hein. C'est ce côté, la supériorité de quelqu'un, le déséquilibre total entre voilà, le supérieur et on est inférieur, etc. Surtout ce qui est dommage, c'est que du coup, ça va installer une sorte de sentiment de respect. Mais tout ce que ça donne, je pense, toi tu l'as pas ressentir, moi c'est un mépris pour le ou la professeure qui est devant moi, tu vois, où je suis là genre, j'ai déjà pas envie d'écouter son cours parce que ça me saoule. Je trouve déjà c'est un vieux con, une vieille conne. Ouais. Alors que c'est pas personnel, hein, mais tu vois, le pauvre, la pauvre. Genre, mais ouais. Non, de fou. Ouais, donc c'est ça. Ce que je ne supporte pas. Ouais. Sensation de supériorité. Et puis tu as marqué de très belles choses aussi. Tu t'es marqué sur « À moi dans 10 ans ». Je vais te lire des passages... Du coup, là, on est 6 ans plus tard, quand même. Ouais, 6 ans plus tard, ouais. Ouais, on avait 17 piges, on avait 23, 24. Ouais, ça passe. Et donc, tu te dis « Cher Victoria, alors ça fait quoi d'être adulte responsable ?» En fait, t'as fait tout le travail, pour moi, de création des questions. Ouais. Ça fait quoi d'être une adulte responsable aujourd'hui ? Je me sens pas du tout adulte, c'est pas du tout responsable et j'adore ça. Ok. Parce que, alors je suis en pleine réflexion là-dessus, mais pour l'instant, j'arrive pas à dissocier le mot adulte de ce que j'ai l'impression de ce que le système belge actuel a envie de voir en nous. Donc, et je me reconnais pas là-dedans. Ouais. Donc je recrée mon propre mot, mais je sais pas encore. Ta propre définition voilà. de ce que c'est qu'être adulte. C'est quoi qui te débecte un petit peu de notre système belge et de la façon dont elle veut définir l'adulte responsable? Je trouve que
tout est très matériel, en fait. C'est une question d'habitation, de maison, de travail, de la famille qui t'entoure, d'être engagé, marié avec une personne, avoir des enfants. C'est des goals à atteindre. Ouais. Et on parle pas du tout de santé mentale ou de réflexion un terme plus philosophique ou psychologique. Et je pense être adulte, c'est plutôt être conscient. Mais du coup, tu peux très bien être adulte à 5 ans ou à 6 ans si tu es conscient du monde qui t'entoure. Une sorte de... Tu vois, on met moins l'accent sur ton bien-être mental. Et en fait, peut-être que la façon dont on définit ton bien-être passe par ce que tu dis, le côté un peu matériel. Et c'est vrai qu'on l'a très fort. Hein. Tu vois, genre, les séries d'étapes qu'on doit avoir dans notre vie, tu vois. 18 ans, tu rentres à l'UNIF, tu finis tes secondaires, machin. Puis après, 23, t'as fini, et puis tu t'engages dans un travail, et ensuite, et ainsi de suite, et etc. À fond, t'as tellement de culpabilité rapidement si t'atteins pas ces steps. Et puis, tu sais, tu te retrouves à ton dîner de famille à côté de ton oncle qui a 45 ans, chef d'entreprise, je sais pas quoi, tic-tac, beaucoup d'argent, marié, plein d'enfants, et qui te regarde, il fait « Ah, là, petit gosse, c'est encore un enfant et tout. Hein. » Puis 2 secondes plus tard, il fait « Ouais, les Arabes et les femmes. » Et toi, t'es là. Malheureusement, chouchou, je suis désolée, mais dans le truc, c'est moi l'adulte, et tu le sais. Ouais, putain, c'est vrai. Tu vois ? Et ce côté où tu t'es profondément pas d'accord, quoi. C'est plus ton monde, c'est plus ta vision des choses. Et alors, on te catégorise au sein même de la famille comme « Ah, voilà, on a notre jeune artiste machin, ok. Ah là là. » La suite de ta petite lettre pour toi-même, il y a plein de points. J'adore, on va tous les aborder. Tu te rappelais de ça ou pas? Tu te rappelles du tout. Pas du tout. Ok, pas du tout. C'est génial. Est-ce que ça fait quoi d'être adulte responsable? Est-ce que tu n'oublies pas tes clés à l'intérieur? Pas fait d'accident grave. Et soit, voici tout ce que tu souhaitais faire et devenir à 17 ans. J'espère que ça se rapprochera de ce que tu es réellement devenu. Wow. Et puis tu cites une série de points. Waouh. Et je pense que ce qui est beau, c'est que t'en as accompli pas mal, meuf. C'est dingue. Putain, ça me touche que tu me dises ça. Ouais, c'est dingue. Le premier, c'était devenir réalisatrice. Voilà, c'est chose faite. En devenir. Le deuxième, c'était beaucoup voyager. Visiter l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Est-ce que ça a été un peu accompli? Pas encore. Un petit peu, mais pas encore du tout. Ça mérite plus d'investigation. Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt. Être entré soit à l'INSAS, l'IAD ou à l'école de la cité. Est-ce que ça a été fait? l'IAD, voilà, 5 ans. 5 ans. Avoir fait un master aux USA. Le rêve, tu sais. Le rêve. Los Angeles. Ouais. Tu voulais aller ou plus New York, justement, non? Ah, mais je pense que je vais sûrement y aller, ouais. Sûrement y aller l'année prochaine. Je sais pas encore quoi y faire, mais j'aime bien l'énergie de New York, beaucoup. Okay. Los Angeles, c'est un peu trop bling-bling. New York, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui me fascine de ouf. Donc, surtout pour l'instant, je suis en train de voir les documentaires de Martin Scorsese sur Franz Lebowitz. Putain, j'allais te dire. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ils sont dingues. Oh là là, j'adore cette femme. Elle est géniale. Elle est folle. Elle casse des codes. Elle me rend à son âge incroyable. Elle me rend ouf. Quand elle parle. Ouais. Et en fait, elle s'en fout, en fait, tu vois. Elle est là en face de gens incroyablement que je respecte de fou. Et t'as l'impression que ils sont minimes à côté de ça. C'est fou. Let me tell you something. Let me tell you about New York City. Super. Donc, avoir fait un master aux USA, donc ça, c'est en devenir aussi. Non, on avait dit, ouais, aller aux USA. Avoir reçu un prix pour un long métrage. Ah ouais. J'avais les idées claires. Hein, t'avais des idées très claires. 18 ans, t'écris un long. Mais court métrage, donc t'y es. Faire de la chute libre. C'était quoi? Les 100 choses à faire avant de mourir. Pourquoi de la chute libre? Faire de la plongée. Je sais pas, je pense que c'était dans les trucs de sensations fortes. Ok. Tu l'as fait ou pas? Non. Je pense que je me suis vachement dit que ça coûtait cher et qu'il y a d'autres expériences où je peux mettre mon argent qui seraient plus intéressantes, mais je crois que ce serait bien faire la chute libre un jour. Okay. T'en fais avec moi, Aubin? Mais d'office, ouais. On se prévoit quand? Quelle séance? Pour nos anniversaires. De ouf. On s'offre à chacun. Ouais, mais blindé. Se fait un tatouage. Ah ouais. Ça, tu t'es lâché ou pas? Ça, c'est fait, ouais. J'en ai plein. J'ai fait ça, la semaine dernière, à Berlin. Mais non. Regarde. Je te montre. Ouais. Waouh!
Ouah, ils sont love. Slow love. Slow love, ok, ça veut Sur dire quoi? l'intérieur des doigts. Ça a une explication qu'on peut pas avoir ou... J'étais partie une semaine avec ma petite sœur à Berlin et on a beaucoup squatté chez un pote qui s'appelle Maury, argentin, qui habite à Berlin en ce moment, qui est tatoueur de ouf. D'ailleurs, avec lui, j'ai découvert c'est quoi être def, vraiment. Ouais, j'ai toujours eu, tu sais, moi je fume un joint, je rigole et puis je vais dormir, tu vois. Ouais. Là, j'ai découvert c'est quoi le monde de la def. Genre, c'est quoi le monde de la def quand tu fumes 15 joints? En fait, t'es un peu fatigué, mais en fait, il y a une porte derrière et quand t'ouvres la porte, t'as le monde de la def qui t'attend avec différents niveaux de conscience, de réalisation de soi et tout. Ok, d'accord. Ok. Bien intense, quoi. Et il faisait un tatoueur assez hyper doué, mais qui fait beaucoup de motifs géométriques, tu sais, les trucs en mandala comme ça, très intense. Ouais. Moi, mon truc. Mais il avait plein de carnets et il avait ces petites inscriptions écrites dedans. Phrasées. Qui se trouvent sur tes doigts, l'intérieur de tes mains. Ouais, qui sont sur l'intérieur de mes mains. Un peu comme c'était le point, mais à l'intérieur. Ah ouais, ok, comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait trop la punk parce que je suis tombée dans les pommes quand il m'a tatoué. J'avais trop fumé. Mais non. J'ai fait une blanchette. Oh yo. Avec la douleur et tout, tu t'es dit que si tu fumais... J'ai failli finir avec un AO. C'est ça. Non mais c'est bon, c'est bien, arrête. J'ai pas encore fait de tatou et c'est aussi un de mes goals. Je t'avoue que moi, je me dis, genre pour mon tatou, j'ai envie d'en faire un, mais à contre-courant, genre juste m'en foutre complètement et en faire un en mode avec un pote, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, pas y accorder une importance non plus folle, tu vois. Juste aller et puis... Ce soit un coup de tête en voyage aussi. Ton premier tatou, de toute façon, toi, tu vas avoir l'impression que c'est un truc important et puis ça se fait comme ça. Moi-même, quoi. Ouais. Okay. Adopter un renard. Oh mon Dieu, waouh! Mais c'est incroyable ça, parce que tu sais que hier, j'ai fait une liste de rêves de vie et dedans, j'ai adopté un renard encore. Je sais pas pourquoi ça me poursuit. Mais pourquoi? Ah, je sais pas, je crois que j'adore l'animal. Ça me fascine. Animal sauvage dans la ville, à Bruxelles, il y en a beaucoup, des renards, énormément. Et je sais pas, c'est un animal un peu magique comme ça. Ça me fascine. J'ai l'impression qu'il y a un humain à l'intérieur ou une âme un peu vieille. Une âme vieillotte Une âme un peu sage qui va m'apprendre des secrets de la vie que j'ai pas compris. Ok. Le monde de la def. Le monde de la def. Finalement, la 4e porte. Hein, une fois que... c'est ça, il y a une autre porte en fait. Ah, c'est ça. Et puis le dernier, c'est être enfin devenu une fée. Apparemment, t'avais un délire sur les fées. Ouais. Mais c'est l'heure et demie du retour sur qui on était quand on était plus jeune. Hein. Yes. Écoute, si je peux t'avouer un secret. Vas-y, mais balance, hein. Oui. J'ai jamais vu Harry Potter de ma vie, mais jusqu'à mes 14 ans, j'étais sûre que j'allais devenir une fée. Jusqu'à tes 14 ans. Et ouais, j'ai cru vraiment fort. Je dormais sans t-shirt la nuit parce que comme ça, je pensais que mes ailes allaient pousser. Je te raconte des trucs. J'avais inventé un langage et tout avec Maureen. Ok, ouais. Et j'ai écrit longtemps. J'avais des carnets, j'allais partir en expédition dans la forêt, ça avait des dragons que je voyais pas. Ok, d'accord. Ouais, c'était intense. Et meuf, t'étais déjà chez Père, quoi. Ah, j'étais perchée, mais j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, je sais pas pourquoi. Tiens, c'est curieux, j'étais un peu solo. Je comprends pas d'ailleurs. Les gens, ils venaient une fois chez moi, puis après, ils venaient plus trop, tu vois. Ah, putain. Ah. Attends, mais c'est trop drôle. Je savais pas. C'est quelque chose que tu cachais. Hein. J'ai écrit longtemps. J'ai écrit longtemps. Mais ça m'a apporté plein de trucs aussi parce que du coup, j'étais très très seule quand j'étais petite, mais j'étais un peu bizarre aussi. Enfin, mais après, j'adore cette partie-là de moi, mais du coup, j'étais assez rejetée parce que j'étais vraiment perchée. Et j'ai commencé à m'ouvrir et à me faire des amis une fois que j'ai eu une fois que j'ai eu ma puberté, une fois que j'ai eu un corps de femme. Et en fait, avant, j'étais un peu le rejeton. Puis une fois que j'ai commencé à avoir des fesses et des seins de femmes, j'ai vu le regard des mecs qui avant me repoussaient, qui étaient attirés. D'accord. Et il y a eu tout un moment, du coup, où j'ai hyper sexualisé mon corps et qui j'étais, parce que c'était aussi ma façon de récupérer un peu toute, je sais pas, l'attention que j'avais pas eue et d'avoir l'impression de l'avoir la cherché là-dedans. Ouais. Du coup, c'était intense. Tu veux dire que dans le sens, peut-être donc ouais, t'étais un petit peu solo en grandissant et ton corps a changé et tout à coup, ça a attiré l'œil, quoi. C'est l'attention,
une sorte de micro-reconnaissance un petit peu, tu vois, à travers qui tu es et qui tu représentes. De définir ton identité qui a toujours été rejetée quand tu étais petite dans le regard des autres, mais qui maintenant te désire ton corps, qui n'est pas toi, en fait. Ouais. Après 14 ans, tu travailles, on se connaissait à cet âge-là, c'était l'âge... c'est l'âge des hormones, quoi. C'est l'âge legging, l'âge on se touche les fesses dans les couloirs, l'âge on enlève les soutifs. Ah ouais. Putain, c'est fou. Ouais, mais je savais pas que t'avais une... Moi, je t'ai toujours vu comme étant cette jeune fille méga ouverte, méga extravertie. Tu vois. Enfin, pas... tu vois, mais qui est fonceuse, qui ose, tu vois. Et je pouvais pas me douter que... Ouais, il y a une période où t'étais un peu plus solo, etc. Tu vois. Mais je crois que... En vrai, a posteriori, j'adore cette période-là parce que même... je me suis rendu compte c'était quoi être exclu et c'était quoi être pas accepté. Et du coup, maintenant, je sais ce que ça fait. Du coup, j'ai ce truc où je sais que s'il y a une personne qui est avec moi, j'ai envie qu'elle sente qu'elle est validée à 100% dans tout ce qu'elle est, tu vois. D'accord. Tu t'assures que toute personne autour de toi est assez valorisée, reconnue, considérée, quoi. Trop important. C'est important pour toi. Mais genre même tes collègues avec qui tu travailles sur des projets et tout, tu t'assures vraiment qu'ils se sentent bien. À fond, parce que de toute façon, ça n'est... Moi, je crois pas au conflit. Je crois au manque de communication. Je crois au malentendu. Du malentendu peut venir le conflit et peut venir la haine, le ressentiment, tout ça. Mais de base, il y a personne qui fait quelque chose pour foncièrement faire du mal. Ça vient toujours d'une souffrance ou d'un malentendu ou d'un truc, tu vois. Et une fois que du coup dans le cadre du travail, quand tu valorises les gens autour de toi, qui sentent valorisés, qui sentent là pour aimer pour ce qu'ils sont, le travail qu'ils vont fournir va être d'une qualité énorme et l'expérience qu'on va vivre va être beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante parce que honnête, quoi. Parce que durable aussi et parce que, ouais, comme tu dis, tu vois, je pense qu'il y a... Je sais plus où je lisais ça, je pense que c'est un pote qui me le disait l'autre jour, mais c'était qu'on est une génération qui n'est pas forcément la plus enclin à rechercher de la thune de manière générale. On veut plus être heureux dans notre travail, en tout cas dans le point de vue professionnel. Et donc, du coup, ça force un petit peu les entrepreneurs, les vieux chefs, dans tout projet et tout milieu, de considérer les jeunes. De s'assurer que leurs principes, leurs valeurs sont en lien avec l'identité, l'idéologie de leur institution, de ce qu'ils ont à proposer, tu vois. Et ça rebondit avec ce que tu dis, tu vois, de t'assurer que à chaque tournage, à chaque créal, à chaque projet, tu fais hey, à ton monteur, ouais, donc du coup, toi, t'en penses quoi ? Ça va, c'était bien. Tu te sens bien ? Tu te sens comment ? Mais il y a aussi cette peur, tu vois, dans cette même idée aussi de quand t'es en train de créer, et surtout quand tu diriges et que tu t'entreprends, tu peux avoir une vision assez carrée de ce que tu veux. Et comment tu fais, toi, dans tes exercices, de rester un petit peu motivé et droit dans tes bottes par rapport à ce que tu veux accomplir, tu vois ? Parce que ça passe aussi par des concessions, des compromis où il faut trancher. Et c'est difficile, mais à long terme, ça sert, quoi. Ce qui est important, c'est je pense que la seule clé, c'est de savoir pourquoi tu fais ce film ou ce projet et qu'est-ce que tu veux raconter par ça et la raison de pourquoi tu le fais. Et ça te permet de tenir en haleine 6 ans. Ça te permet du moment où on te dit on peut pas avoir celui-là où la comédienne principale a les oreillons, on peut pas tourner pendant 2 jours, histoire véridique. Ça te permet de te dire ok, c'est pas grave parce que finalement tu t'en fous de cette scène. On devait avoir une scène dans un bowling finalement qui a été annulée, c'est pas grave parce que l'histoire elle est pas là, le cœur de l'histoire. Si tu sais pourquoi tu le racontes, t'as une pièce vide, une caméra, 2 comédiens, tu racontes ce que tu veux. Et si tes sentiments, si tu sais ce que tu veux raconter, tu peux avoir de la magie, elle peut venir de là. Le reste est des artifices. Si quand tu dois faire une concession, que ça te fait perdre ton projet et que tu sais plus où donner de la tête, c'est que ton intention elle est pas assez ancrée et que tu sais pas pourquoi tu fais ton film. Est-ce que tu fais preuve d'un max d'adaptation ? Ah ouais, il faut. Ton travail ? Ah ouais ? En fait, je dirais pas une adaptation, mais un lâcher-prise. À partir du moment où tu te lances sur un plateau, sur un projet, tu sais que tu vas travailler avec une 50aine de personnes qui ont toutes des idées différentes et toutes envie de faire ce film pour une autre raison que la tienne, faut lâcher prise. Faut lâcher prise et si t'es accroché à la seule intention principale de pourquoi tu racontes ce film et qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet, c'est quoi ton but, qu'est-ce que tu vas aller toucher chez le spectateur, la spectatrice, c'est quoi l'histoire que tu veux raconter, ça peut se faire n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle façon. C'est tellement bon ce que tu dis. Yes, lâcher prise. Non, c'est totalement vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Et tu perds de l'énergie ou sinon.
Le nombre de réals que je vois se battre parce que le costume, le comédien n'est pas comme il faut telle chemise et tout, laisse tomber. Tu perds de l'énergie que tu pourrais investir dans la mise en scène et c'est là le cœur de ton film. C'est ça, mais penser à l'aboutissement, quoi. Tu vois, le process, ça reste un process. Et lâcher prise sur comment y parvenir. Il existe 1001 façons pour parvenir à au sommet de la montagne. Tu vois, 1000 chemins. Accepte que le chemin que tu avais entrepris, il y a un détour. Où il y a une façon d'y aller qui est un peu différente, quoi. Et si quelque part, là du coup je parle dans un travail artistique en équipe, si à chaque petit obstacle, tu remets tout en question et tu tombes de haut et tu es perdu, c'est que t'as pas assez travaillé. Ah ouais? C'est que t'as pas fait ta part de travail et donc que tes bases de travail, elles sont pas assez fortes et que tu te mets quelque part des artifices dans des trucs superficiels qui est le décor, les costumes, la musique et du coup que dès que ça fonctionne pas, tu te trouves avec plus rien. Et donc moi c'est un bon test quand je sais que je compte plus sur d'autres choses un peu superficielles. Je sais que de mon côté j'ai pas fait assez de travail et qu'il faut que je bosse plus. C'est très vrai. Ouais, j'aurais dit beaucoup de fois. J'allais ajouter que c'est aussi peut-être bon de s'entourer de personnes en qui tu as confiance et qui vont t'aider à retrouver le fond. Moi, je sais que pour mon projet perso et tout, pour tout ce que j'entreprends, j'ai une série de personnes qui te réancrent. Donc, tu peux t'atteler à ce que la forme soit présentable, que la direction artistique d'un projet et tout, tu vois, soit carré en fonction de ce que toi tu veux. Mais tout ça ne sert qu'un message. Et c'est toujours bon d'avoir un appel, une réunion avec quelqu'un qui t'est proche, qui te rappelle ça, qui dit attends, mais c'est pourquoi encore que tu fais ça, De ouf. T'as l'impression que t'as cette personne qui te sert. J'ai l'impression qu'on a tous cette personne un peu dans notre entourage. Cette personne. Ça dépend des projets, mais entre autres, du coup, tu parles Ethel Gonzalez dans le cadre des Rois de la Jungle, ça a été ma personne repère très fort. Mon cadreur Jérémy Coibion, qui avait aussi cadré Désiré. Okay. Mon monteur Steven Jacquemin, ça c'est toutes des personnes très forts là. Et sur le plateau, le travail du script aussi. Du ou de la script qui est là à tes côtés. Et lui, c'est la personne radar qui te permet de toujours te recaler sur les intentions. Ça, c'est des gens qu'il faut avoir avec toi, essentiels, quoi, qui vont te dire attention. Ouais, c'est ça, à qui tu as eu l'occasion de parler en amont, à fond, à travers une sorte de discussion totalement informelle, pour bien asseoir ce qui est important pour toi. Et lorsque toi, tu divagues, parce que c'est important de prendre aussi une tangente, et qui te rappelle, genre, attends, tu vois, reviens un peu. Tu te souviens que c'était ça. Et qui peut aussi te dire, t'as pas assez travaillé. Là, tu bullshit. J'ai envie d'aborder un truc qui t'est arrivé, qui est assez intense. Qui t'est arrivé il y a une petite année, mais non, je pense. Une sacrée histoire qui m'a fort touché. Je me suis dit, je t'ai envoyé un message d'ailleurs direct après, en mode, meuf, c'est ouf, enfin, touchant de dingue, mais t'es chez toi, il y a ce type qui passe sa vie à donc t'envoyer des messages écrits, et c'est méga. Est-ce que tu peux revenir sur ça, sur ce qui s'était passé Yes, ça fait 1 an déjà, c'est ouf. Alors. Bon, en somme toute, c'est une histoire assez très banale et très pas du tout importante. Je pense qu'il est intéressant, c'est plutôt la réaction qui a été à l'après. Du coup, tu parles de la vidéo. De la vidéo Ma bonne bite bien chaude. C'est ça, Ma bonne bite bien chaude, où je vais confronter mon voisin qui est rentré en contact avec moi plusieurs fois pour essayer, toujours sur un point de vue écrit ou par message, pour qu'on ait des relations sexuelles et qu'il n'a pas accepté plusieurs fois que je lui dise non. Et du coup, j'ai été sonnée chez lui pour le confronter. Tout à fait. Et régler ça de vive voix. Ouais. Et ça t'a fait buzzer d'ailleurs. Je suis pas encore riche, j'attends. S'il vous plaît. Ouais, collaboration, culotte de règles, tout ça, truc de féministe, venez chez moi. Venez, ma porte est grande ouverte, s'il vous plaît. Ça m'a rapporté 0. C'est parce que je faisais ça que pour l'argent, évidemment. Ouais. Tu savais que ça allait... On peut être engagé, mais bon, voilà. Tu savais que ça allait percer un petit peu... Non, pas du tout, c'est pas du tout le but. C'était pas le but. Enfin, tant mieux, je suis trop contente, génial que la parole passe, que ça donne du courage, que ça donne envie de passer à l'action. Mais l'idée, je l'ai fait, je pense que je l'ai fait pour moi parce que maintenant j'apprends, au lieu de m'énerver toute seule, j'en fais quelque chose d'intéressant. Ouais. J'appelle ça la colère saine. La colère est saine si t'en fais un truc. Ouais. Sinon, si tu tournes ça et que tu râles, ça devient de la colère malsaine, tu deviens un râleur, une râleuse. Quelque chose te met en colère, ok, utilise-le, qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est de l'énergie, extérioriser. Extérioriser, ouais. De même que pour toute émotion, que ce soit la tristesse ou quoi. Bien sûr.
Et t'es très porté aussi un peu CNV, communication non violente. Yes. J'adore. Ouais. Évidemment. Mais donc du coup c'est une histoire assez dingue. Enfin, en fait, pour un homme, je pense que c'est ça. C'est comme tu dis, ça peut être le quotidien de plein de femmes, mais t'as mis en lumière un truc, tu vois, sur le côté harcèlement de rue et même dans le quotidien qui peut être très violent pour une femme et pour lequel elle doit s'habituer. Mais ça devrait pas, en fait. Ça devrait pas justement être le cas de s'habituer à ce genre de truc où voilà, il y a ce gars qui t'envoie des messages, qui s'introduit même dans ton espace privé pour t'envoyer des messages d'envie, c'est bizarre. Et t'as pris tes balls et t'as été le confronter, et tu t'es filmé en même temps. Voilà, pour expliquer un petit peu la vidéo pour nos chers auditeurs qui ne l'auraient pas vu, allez checker ça. C'est sur le Insta de Vic Jadot. Et ce qui m'a touché dans ça, hein, c'est que tu vois, tu as parlé dans cette vidéo de 3 phases, hein, que les gens essayaient de te minimiser un petit peu, de t'imposer le silence, de pousser à ignorer ces actes, en fait, de créer un petit peu, comme tu dis, la peur de la violence, etc., de la confrontation. Et toi, t'as pris le parti de ne pas ignorer ça et de filmer, d'aller pas attaquer le bonhomme, mais de lui dire les 4 vérités. Donc, accepte mon nom, quoi. Mm-hmm. C'est fou, c'est important parce que c'est une façon où toi, tu t'es rendu compte que ça attaquait ton besoin de sécurité. Tu vois, ça fait peur. T'es chez toi, mais en même temps, tout à coup, c'est plus ton chez toi. Et tu veux reprendre ton propre pouvoir, tu vois. Aller vers lui et lui dire « Accepte mon nom, enfoiré !» Et qu'il l'accepte, qu'il s'excuse même, tu vois. Et qu'après, vous ayez une courte discussion. Tu lui dis « Frère, plus jamais, donc arrête ça. » Ouais, ça, j'imagine, ça t'a mis en position où t'as pu reprendre ton souffle et, tu vois, regagner. Je sais pas, peut-être j'invente complètement, je mets peut-être des mots dans ta bouche, mais tu peux m'en dire plus. Tu vois. J'aime bien cette expression, je mets des mots dans ta bouche. Ouais, non, mais c'est clair, c'était clairement l'intention principale. Et en fait, le truc de base avec le « accepte mon nom », c'est que on nous dit beaucoup « Ok, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire non ». Très bien. Le problème, et je pense que je parle de mon point de vue, mais je pense que je prends aussi le point de vue d'énormément de personnes, de femmes en tout cas, qui se reconnaissent en tant que femmes, c'est que, encore actuellement, maintenant, notre non est toujours remis en question. Donc, c'est-à-dire que tu vas dire non, mais la personne en face, qui est malheureusement souvent un homme, elle va toujours te remettre en question et va ne pas l'accepter, en fait. Et ça arrive malheureusement tous les jours. Et c'est fatigant. Que ce soit simplement... dans la rue où une personne t'arrête, je perds ton numéro de téléphone, non, allez, s'il te plaît, non, allez, s'il te plaît, non, en fait, ton nom n'a pas de valeur, tu vois. Ou est-ce qu'on peut mettre il faut qu'on mette une capote, non, tu vois, genre, enfin, tu vois, dans l'inverse et tout. Et c'est tellement fatigant parce que ton nom n'a pas de valeur. Et du coup, t'as beau le dire, on t'en fait douter non-stop. Et ça, c'est tellement essentiel, en fait, c'est la base du consentement. Une fois que tu dis non, c'est accepté et il faut que ce soit... qu'il n'y ait pas de retour en arrière, tu vois. Ouais. Et le souci, c'est qu'on nous apprend tellement à ne rien dire et on nous apprend tellement à nous pousser au silence et on nous vend le silence comme une sorte de puissance. Genre, comme si ignorer, en fait, comme si on valait mieux que ça, comme si ignorer, ça faisait partie du caractère féminin, qu'il fallait être mystérieuse et mieux te mettre de la distance. Parce que même toi, t'as vu, j'ai été le confrontée, tu me dis, t'as pris tes balls. Bah oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Et c'est problématique c'est terrible de dire ça. C'est problématique comme expression. Tout à fait. C'est ouf, tu vois. Et moi, comme je l'aurais dit aussi avant, j'ai pris mes couilles en main, tu vois. Mais parce qu'en fait, prendre ses couilles en main, c'est avoir du courage et c'est un attribut totalement masculin. Et c'est ouf. Et aussi, mais tu vois, mais bon, et après j'ai énormément de bienveillance, mais tous mes amis qui m'ont dit, mais ce mec est complètement taré, tu vois. Il est fou et tout, genre ça existe pas un mec comme ça, c'est vraiment des malades et tout. Mais par contre, n'y va pas, laisse-moi y aller à ta place, c'est dangereux. Et je me dis oui, mais chou, t'es un amour, mais en fait tu me parles d'un comportement misogyne, mais toi tu viens de faire exactement un comportement misogyne en me disant que c'est pas à moi d'y aller, mais à toi. Et donc en fait vous êtes les mêmes, mais tu vois. Ouais, t'as juste intégré une sorte de code. Un discours, une construction de ce que c'est qu'un homme. Et donc, du coup, tu dois sauver la femme, donc toi, en l'occurrence, de l'agression d'un autre homme. Mais dans tout ça, toi, t'as pas repris ton propre pouvoir, en fait. T'es pas acteur de toi-même et ça ne te rassure pas plus, en fait.
c'est ça qui est fou et qui m'a beaucoup touché, en fait, dans ce que tu as fait. C'est que c'est ça, en fait. C'est que tu as été le confronté, au-delà de cette confrontation. Hein, c'est que moi, je voyais cette peur, ce besoin de sécurité, de retrouver un peu un environnement sain, hein, où tu te sens bien chez toi et de reprendre ton propre pouvoir. Quoi. D'y aller et de dire, bah voilà, maintenant je suis quelqu'un, tu vois, je me baisse pas à ça. Et c'est beau. Je t'admire pour ça. Merci. Ouais. Mais c'est aussi, je pense, arrêter de mettre d'utiliser la peur comme moteur principal de pousser au silence. Parce que j'ai eu énormément de retours en mode t'es folle d'avoir fait ça, t'aurais pu te faire violenter, t'aurais pu te faire violer, tu risques et tout. Il faut arrêter avec l'espèce d'image du mec dans un coin de rue avec un couteau qui va te violer ou qui va te séquestrer chez lui, parce que ça existe, mais c'est dans 10% des cas de plaintes de viol. 90% des cas de plaintes de viol, c'est des personnes qui se plaignent de leur papa, de leur oncle, de leur tante, de leur copain qui les a violés. Et ça, c'est seulement dans les cas où les gens portent plainte. Ouais. Et donc, on a cette d'imagerie de la peur avec laquelle on travaille pour empêcher de passer à l'action. Mais c'est pas la réalité. Et même, quand bien même, tu vois, ça serait... ces 10% existeraient. Hein. Mais c'est clairement pas la norme. Hein. Mais donc, du coup, ces 10% de cas extrêmement violents arrivent. Où donc, voilà, le type se présente avec un couteau. Mais ça n'empêche pas que toi, tu peux apprendre à te défendre bien encore sûr. Plus. Et, on est 100% capable. Exactement. J'ai un corps qui fonctionne autant que le corps de n'importe qui d'autre. Les muscles marchent, je peux les développer, je peux apprendre à me défendre. Voilà. Et c'est pas parce qu'une personne en face sort un couteau que je suis tout d'un coup une victime qui est pas capable de me défendre. Yes. On arrive déjà tout doucement à la fin de cet entretien et conversation. Vic, c'est quoi tes projets du futur ? Là, sur lesquels tu travailles, sur lesquels on pourra bientôt te voir. Alors actuellement, je suis en post-production d'un docu-fiction qu'on va terminer pour juin 2021. On est en 2021. 2021. Qui parle du fait de grandir, de la relation à l'enfance et surtout de la thématique de l'alcoolisme chez les moins de 30 ans. Et je suis actuellement en écriture d'une mini-série avec une personne qui s'appelle Nasser Salissou, qui est aussi un jeune auteur et comédien belge. Et on écrit une série qu'on va tourner en juillet, l'épisode pilote. Voilà. Sur le quartier de Versailles. Yes. C'est où, attends, Versailles? C'est à Bruxelles. À Bruxelles? Et ouais. Mais non. Ok, d'accord, ok. Très bien. C'est un quartier, c'est une petite cité qui a été énormément mise dans les médias parce qu'il y a eu beaucoup de règlements de compte et de entre gangs et tout qui s'est fait là-bas, et du coup qui a un peu mauvaise presse dans les médias. C'est dans quelle commune? C'est à Neder-Overenbeek. Ok, d'accord. Et Nasser vient de là-bas et moi je l'accompagne, et son projet d'écriture en fait ce serait d'écrire un projet pour valoriser la jeunesse et les jeunes qui se battent et qui ont envie de poursuivre leurs rêves et s'éloigner aussi un peu des clichés de lier directement la banlieue à la criminalité, à la violence et à la drogue, parce que ça existe mais c'est une conséquence de quelque chose, et donc on peut s'intéresser aussi. Yes, donc on peut, tu penses qu'on pourra voir ça quand ça, à ton avis? À mon avis, fin de cette année, ouais. Fin de cette année, fin 2021. Fin 2021. Inch'Allah. À nouveau. Ok, super. Donc ça, c'est les projets du futur. J'ai oublié de te poser une question un petit peu importante quand même. Mais quelles sont tes inspirations, en fait, niveau ciné, réalisation? Quel est ton film préféré? C'est dur de poser ça à une réal, mais voilà, ça se mérite. Est-ce que tu as une idée? Impossible de répondre à cette question. Impossible. Ouais. Et je vais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai une mauvaise culture cinématographique, honnêtement. Ah ouais? Alors oui, bien sûr, je regarde des films, etc. et tout, mais je lis beaucoup plus, en tout cas pour l'instant, de BD et de livres qui m'inspirent de ouf. Et j'ai du mal à encore... Il faut que je me construise ma culture, d'ailleurs, si tu as des recommandations de classiques. T'inquiète, attends, moi je vais trincer, mec. Non, bah écoute, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a... dernièrement, là, où tu t'es dit, mais ça, c'était quand même une belle perle. Ça peut être une œuvre, tu vois, n'importe laquelle. Un livre. Un livre, comme tu dis, ouais, ou un film. Moi, je dirais le livre Je ne reverrai plus le monde de Ahmed Altan. Ok. Je sais pas si tu connais. Non, je vois pas, mais... C'est un journaliste, écrivain turc qui a été enfermé en prison par Erdogan il y a une
quinzaine d'années, 10 années, parce qu'il a été accusé d'avoir fait un putsch quand il était jeune, d'avoir monté une radio contre l'État. Et du coup, il a été enfermé à vie, à perpétuité. Jesus Christ. Et il ne sortira plus jamais de prison. Et il écrit un livre depuis la prison sur le fait de continuer à vivre et à pouvoir grandir et imaginer quand tu es enfermé entre quatre murs et que, en fait, l'imagination et le cerveau peut permettre d'aller beaucoup plus loin, même si physiquement tu es coincé quelque part. Il est toujours enfermé? Et toujours enfermé, il sortira jamais de sa vie. Ouais. Donc une belle pépite qui t'a... À lire en confinement, je te conseille, c'est extraordinaire. Yes, c'est bien, je le note bien fort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu pensais à quelque chose? Un film, ouais. Tony Erdmann de Maren Had, incroyable. Je sais pas si tu connais. Non plus. Mais tiens à voir. D'accord. Yes, je t'enverrai un message quand j'aurai vu. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, cher Vic? Un monde plus juste. Un monde plus juste. Mais pour lequel on se bat tous les jours. Il faut construire le monde qu'on a envie de voir. Moi, c'est mon idée. Donc finalement, je suis heureuse. Un monde plus juste. Ouais, un monde plus juste. Beau. Et toi? Moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur ou qu'est-ce que je souhaite du futur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Waouh. Moi, je pose toutes ces questions à mes invités et je suis là, putain, pour y répondre. Je pense l'éveil des consciences, tu vois, un petit peu sur... Je pense que c'est... Tu vois, on parlait des messages qu'on veut transmettre par rapport à nos créations, de manière générale, et je pense que c'est ça. Si je devais voir le fil rouge de ce que je projette de faire dans ma vie, c'est de toucher les gens et éveiller les consciences. Et si les consciences sont éveillées, le monde sera plus juste. Le monde sera plus juste. Ouais, ça se rejoint, évidemment. Totalement. Dernière question, toute dernière, Vic. Le podcast s'appelle À ceux qui osent. Et donc, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que tu as osé? Faire le podcast avec toi ou dans ma vie? Évidemment, me voir avec ton planning chargé de ministre. J'étais un peu nerveuse. J'ai la robe. Donc du coup, ouais, non, dans ta vie, est-ce que tu penses que tu as osé? J'ose tous les jours, clairement. J'essaie de me sortir de ma zone de confort tous les jours. Et en fait, je me dis... Alors oui, il y a plein de choses qui me mettent en colère. Il y a plein de choses qui me frustrent. Mais... je me dis, ok, soit si maintenant je peux être en colère, je peux être frustrée, et puis je peux rester dans mon coin et je m'endors à la fin de la journée et je suis mal. Mais si je prends le pas de faire une petite action, de bouger, de faire quelque chose, d'oser un truc, peu importe, finalement, au fin de compte, à la fin de la journée, j'ai plus d'espoir dans le monde et je me sens heureuse parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait croire qu'on vit pour une raison, en fait. Donc je pense qu'il faut oser et je pense qu'on n'a rien à perdre. Je pense qu'il faut oser croire en ses rêves, il faut oser essayer les choses, n'importe quoi. Faut aller jusqu'au bout parce que qu'est-ce qu'on peut perdre en fait? Rien du tout, il n'y a rien à perdre. C'est ça. Le ridicule n'a jamais tué et l'échec, on en apprendra toujours quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, tout est du bonus, quoi. Merci Vic d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment cool. C'était un très cosy. Très cosy. On va manger maintenant. Yes, je suis trop fort. Yes. Attends, je sais pas si je peux